Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo, cette première vidéo de la rentrée. Ça y est, les vacances sont terminées et je vais reprendre un petit peu le format habituel des vidéos. Et donc du coup, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Alors le sujet de cette vidéo pour ce point de marché s'intitule Quand Powell fait du Volcker. Alors, je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est. Alors, en deux mots, Jérôme Powell, celles et ceux qui ne le savent pas, c'est l'actuel patron de la Réserve fédérale américaine. Et il y a un peu plus de 40 ans de cela, l'ancien patron de la Réserve fédérale était Paul Volcker, connu pour avoir tué l'inflation, la stagflation des années 70 en ayant fait monter les taux. Alors écoutez bien, il a fait monter les taux courts à 20%, des taux à 20%. Voilà, donc c'était Paul Volcker. Et donc là, vous voyez un petit peu les photos. Alors, c'est un montage, bien sûr, des deux patrons de la réserve fédérale. Alors, donc, on, on continue. Alors, avant de commencer, d'attaquer le dur du sujet, je vais vous faire part d'un événement à venir. Alors, j'ai le plaisir de vous informer que je vais être invité par un prestigieux broker à animer deux conférences, le samedi 10 septembre 2022. Alors, le broker organise deux journées de conférences qui vont se succéder. Le vendredi, il y aura pas mal de conférences qui vont porter autour des thématiques de trading, vraiment de trading court terme, on va dire. Et le samedi, on aura plus des thématiques, on va dire, davantage fonctionnelles, macroéconomiques, stratégiques, investissement de moyen long terme. Et évidemment, vous commencez à me connaître. Moi, je suis plus à classer, s'il fallait faire des catégories, à classer parmi les investisseurs de moyen long terme, vraiment que les traders qui font du day trading, voire même du swing trading. Alors, les deux conférences que moi je vais animer durant ces deux journées où il y aura pas mal d'intervenants internationaux qui seront là. La première, ça sera toujours un samedi 10 septembre 2022 entre midi et 13h30 qui s'intitule L'importance du money management dans une stratégie d'investissement. Donc, ce sera plus une vidéo de thématique, d'outillage pour celles et ceux qui veulent atteindre la liberté financière par l'investissement. Et l'importance numéro un est de vraiment de se constituer un outil, un modèle, une philosophie d'investissement qui passe par le money management et aussi des connaissances rudimentaires en comptabilité. Voilà, c'est pas sorcier, ça s'apprend, ça se travaille. Moi, je suis pas comptable à la base, mais voilà, il faut quand même faire un minimum d'efforts. La deuxième vidéo, qui aura lieu toujours le samedi 10 septembre 2022, entre 16h et 17h30, ce sera une vidéo qui portera sur la macroéconomie et qui s'intitule Comment sortir de la stagflation. Alors, j'ai déjà disons, énuméré des solutions, bien évidemment. Alors, certaines solutions peuvent faire froid dans le dos. Je vais les aborder durant cette conférence et je vous donnerai un petit peu mon point de vue, comment je vois les choses. Donc, a priori, j'ai vu ça avec mon broker, les deux conférences seront retransmises via YouTube, donc j'enverrai les liens quand elles sortiront, parce que je me doute bien qu'un samedi à midi, voilà, vous recevez peut-être du monde chez vous, vous êtes invité, vous avez peut-être autre chose à faire, donc vous ne verrez peut-être pas la conférence en direct. Par contre, il y aura sans doute une retransmission via YouTube et je vous enverrai les liens au moment voulu. Voilà. Alors, je ferme la parenthèse. C'est pas trop mon style de faire des publicités. Bon, là, c'est des événements et c'est intéressant de les partager avec vous. Alors, voilà, c'est la rentrée, donc je rappelle les disclaimers. Euh, voilà, donc si vous n'êtes pas un investisseur aguerri avec un parcours vraiment de financier, moi, ce que je vous conseille, soit vraiment de vous former, mais quand je dis former, c'est vraiment vous former sérieusement, d'investir dans votre formation, soit de vous rapprocher d'un conseiller en investissement et en gestion de
patrimoine. Voilà. Et je continue de parler avec les disclaimers, hein. Quasiment 80, entre 80 et 90% des investisseurs non professionnels, donc qui se lancent sans formation, sans accompagnement, sans présence d'un conseiller en gestion de patrimoine, bah, quasiment 80% des investisseurs perdent de l'argent. Et encore, ça c'est en situation de marché normal. Je ne vous parle même pas des marchés actuels, hein, qui sont quand même très chahutés, où là on peut avoir un taux d'investisseurs qui perdent de l'argent qui est quasiment proche de 100%. Voilà, et puis bah, celles et ceux qui veulent suivre ma chaîne YouTube, il y a le lien ici sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, sans plus tarder, donc on attaque, hein, toujours le même format, hein, l'actualité, hein, géopolitique, économique et sanitaire. Alors l'actualité a été assez chargée. Sur le plan géopolitique, les Ukrainiens lancent une offensive vers le sud, notamment en attaquant à fond, hein, la ville de Kherson. Alors voilà, si vous visualisez une carte de l'Ukraine, vous avez toute la partie de toute la Crimée qui est occupée par les Russes, et vous avez une ville qui est un petit peu, qui est assez stratégique quelque part, hein, qui surplombe un peu la Crimée, qui est la ville de Kherson, qui a été occupée par les Russes dès le début de, alors je mets des guillemets, de l'opération spéciale lancée le 24 février. Bon, c'est une invasion, hein. Bon, je parle avec des termes russes, hein. Opération spéciale selon les Russes, invasion ou annexion selon les Ukrainiens et selon les Occidentaux. La ville de Kherson a été très vite occupée pour permettre aux Russes de sécuriser la Crimée. Et là, évidemment, les Ukrainiens tentent de reprendre cette ville de Kherson afin de mettre la pression sur la Crimée. Donc, ce conflit semble s'éterniser parce que ni Vladimir Poutine ne veut perdre la face, hein. Si Poutine perd la guerre en Ukraine, il est quasiment sûr d'être renversé, y compris ses successeurs. Donc on aura vraiment un vrai changement de régime, on risque d'avoir un vrai changement de régime en Russie. Et à l'inverse, les Occidentaux sont allés trop loin dans leur soutien à l'Ukraine, et Volodymyr Zelensky, qui a mis comme objectif de chasser les Russes au-delà de leur conquête avant même l'opération du 24 février. Donc les Ukrainiens veulent tout reprendre, y compris la Crimée qui était déjà occupée avant le 24 février. Donc évidemment, Zelensky ne reculera pas. Donc on a un conflit qui pourrait s'enliser et s'envenimer. D'ailleurs, au moment où je vous parle, quand j'ai fait la préparation de cette vidéo, je n'avais pas noté un autre point qui a eu lieu tard dans la soirée, c'est Gazprom qui apparemment a coupé, c'est une rumeur, hein, a coupé le gaz aux Européens. Et d'ailleurs, il y a eu de grosses conséquences, hein, sur les marchés après la clôture des marchés européens. Je vais revenir là-dessus. Alors, l'actualité sanitaire, alors j'en parlais plus, hein, c'était assez, ça s'était calmé, on va dire. On a un nouveau variant du Covid qui fait son apparition, qui qui était déjà apparu en Inde, qui s'appelle Centaure, hein, c'est le nom qu'on lui a donné, et qui commence un petit peu à disséminer dans le monde entier. Alors, ce variant aurait deux caractéristiques. La première, c'est qu'il échappe au vaccin et aux précédentes infections par le coronavirus. Donc, ça reste un variant de Omicron, donc un sous-variant de Omicron, mais qui est plus résistant au vaccin. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, je vais parler au conditionnel. Apparemment, ce virus a des propriétés de se développer assez rapidement dans les poumons et peut provoquer des complications, notamment des pneumonies. Alors, je ne suis pas médecin, c'est un petit peu ce que j'ai pu voir dans la presse scientifique. Donc, il faudra quand même surveiller l'actualité sanitaire, d'autant plus que cette fois-ci, on sait que les banques centrales ne seront plus au secours des marchés si jamais les gouvernements devaient arrêter les économies pour cause de pandémie de Covid. L'actualité politique, évidemment, je pense que vous avez dû le suivre, c'est la fin de l'abondance déclarée par Emmanuel Macron. La rentrée et l'hiver pourraient être durs, et cette phrase a énormément choqué pas mal de personnes, parce que pour beaucoup de Françaises et de Français, je parle notamment aux gilets jaunes ou même aux personnes qui vivent dans les quartiers défavorisés, l'abondance, ça n'a jamais été l'abondance pour elles. Donc, du coup, ces personnes peuvent se sentir provoquées par les propos d'Emmanuel Macron quand il dit que c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance.
réalité, lorsqu'il parle de fin de l'abondance, il s'adresse à son électorat, et son électorat, ce sont des investisseurs, des personnes qui ont énormément profité de la planche à billets des banques centrales pour s'enrichir sur les marchés financiers et immobiliers. Et effectivement, pour ces personnes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et ça fait référence un peu à la vidéo que je vous avais postée il y a quelques mois, qui s'intitulait Les cocotiers, c'est maintenant, trois petits points ou pas. Effectivement, pour les personnes qui veulent atteindre la liberté financière, soit par l'immobilier parce qu'elles s'y connaissent en matière de travaux, soit par la bourse, effectivement, je rejoins le président de la République, ça va être beaucoup plus compliqué. Les taux d'intérêt sont en train de s'envoler, donc ça va être beaucoup plus dur d'avoir un crédit pour acheter des appartements, des maisons à retaper. Si c'est la crise économique, ça va être plus difficile de trouver des locataires, d'augmenter les loyers à hauteur de l'inflation. Si vous avez une inflation à 6, 7, 8% et que vous avez un gel des loyers ou un plafonnement de hausse des loyers à 2%, vous y perdez en pouvoir d'achat. Pareil sur la bourse, hein. Les marchés souffrent depuis le début de l'année. De toute façon, on va y revenir sur cette vidéo. Donc, évidemment, pour ces personnes-là qui veulent atteindre la liberté financière, l'actualité monétaire, politique, sanitaire, etc., constitue un vrai choc pour ces personnes dont je fais partie. Je rappelle que normalement, s'il n'y avait pas eu cette inflation qui est passée de 2% en quelques mois à 7, 8%, peut-être 10% bientôt, on est à 15% au Royaume-Uni, et si les marchés n'avaient pas connu la baisse qu'ils ont connue, bah, moi, typiquement, je serais libre financièrement depuis le mois de mars-avril 2022. Avril 2022, c'était une date que j'avais vraiment en ligne de mire déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et a priori, en avril 2022, j'aurais dû conquérir ma liberté financière. Et effectivement, avec les événements actuels, ça décale tout ça. Donc effectivement, pour certaines personnes, c'est la fin de l'insouciance et de l'abondance. Maintenant, vous avez quand même deux autres catégories qui, elles, ne se retrouvent pas dans les propos d'Emmanuel Macron. Vous avez la catégorie des super riches, hein, des 0,01%, les Pinault, les Bernard Arnault, les Bolloré, qui pour elles, bon, cette crise-là, elles vont à peine la sentir passer. Alors, sauf si ça tourne au carnage, hein. C'est sûr que si l'action LVMH qui cote à peu près 650 euros l'action tombe à 50 euros l'action, je pense que Bernard Arnault va faire la tête. Mais sauf catastrophe vraiment énorme, a priori, tous ces gens-là, ils sont tranquilles. À l'inverse, malheureusement, les personnes qui vivent dans les quartiers défavorisés, les personnes qui vivent dans la France périphérique des Gilets jaunes, bah, pour elles, ça n'a jamais été l'abondance. Et là, les propos d'Emmanuel Macron pourraient mettre le feu aux poudres chez un grand nombre de Français. D'ailleurs, certaines personnes très sérieuses, hein, comme Philippe Fabry, hein, je vous invite à regarder sa chaîne, hein, qui a édité des livres très intéressants sur l'historionomie, pense qu'il y aura une révolution nationale en France avec un risque de changement de régime parce qu'une grosse partie de la population n'en peut plus bah voilà, du régime actuel. Alors moi, c'est pas une chaîne pour parler de politique, voilà, c'est pas mon rôle. Mais si vous êtes intéressé voilà, par ce que peut être une trajectoire possible, hein, de la vie politique et économique française et internationale, n'hésitez pas à consulter, hein, la chaîne de Philippe Fabry. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, moi, je suis sa chaîne et j'essaye aussi de prendre des décisions, des stratégies d'investissement en intégrant un potentiel scénario prédit par Philippe Fabry. Ça, c'est important d'avoir une approche par scénario. J'en parlerai lors de ma conférence du week-end prochain. Alors, l'actualité macroéconomique, on a eu des nouvelles contrastées, hein, cette semaine. Alors, vous voyez, hein, des bonnes nouvelles économiques qui sont de mauvaises nouvelles pour les marchés et vice-versa. Alors, on a eu un bon chiffre de la confiance du consommateur en début de semaine. Donc, bonne nouvelle pour l'économie, mais évidemment, les marchés ont très mal réagi à cela parce que ça sous-entend que
Jérôme Powell pourrait encore durcir sa politique monétaire. On a eu, à l'inverse, de mauvais chiffres par rapport à l'emploi, le rapport, notamment le rapport ADP de l'emploi, qui a fait état d'un nombre de créations d'emplois très inférieur à ce qui était attendu. On a aussi également les créations d'emplois, hein, les jobless claims, et le taux de chômage qui sont ressortis moins bons que prévu, donc de mauvaises nouvelles économiques et qui ont été interprétées positivement par les marchés. Et on a eu, à l'inverse, on a eu des bons chiffres, notamment l'ISM manufacturier, qui est ressorti légèrement meilleur qu'attendu et qui est pour le coup perçu comme une mauvaise nouvelle par les marchés parce que risque de hausse des taux par la réserve fédérale. Donc ça a été c'est important ce tableau économique parce que c'est aussi ce qui a rythmé l'évolution des marchés cette semaine après le gros coup de bambou intervenu en fin de semaine dernière lorsque Jérôme Powell a indiqué sa volonté de battre l'inflation. Ce qui m'amène au dernier point de cette actualité chargée, l'actualité monétaire. Donc Jérôme Powell a clairement indiqué que son objectif numéro un, c'est de vaincre l'inflation, quoi qu'il en coûte. Donc ça rappelle, hein, c'est un peu le symétrique de l'intervention de Mario Draghi, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, qui a dit que l'euro était irréversible et que la Banque Centrale fera whatever it takes, quoi qu'il en coûte, pour sauver l'euro. Et ce whatever it takes de Mario Draghi avait lancé le signal d'un grand rebond des marchés européens dans la décennie 2010, suite aux crises grecques, italiennes, espagnoles. Là, quelque part, on a un nouveau quoi qu'il en coûte, mais cette fois-ci, c'est une volonté de vaincre l'inflation, quoi qu'il en coûte. Et ça, évidemment, les marchés n'ont absolument pas du tout apprécié. Alors, je vais quand même nuancer ce point. Ça, c'est un point personnel. J'ai quand même du mal à penser que euh, Jérôme Powell pourra aller jusqu'au bout de son quoi qu'il en coûte, comme a pu le faire Mario Draghi pour sauver l'euro, ou Paul Volcker qui a vaincu l'inflation en montant les taux à 20%. Moi, j'ai du mal à croire que Jérôme Powell puisse faire la même chose. Ça sera trop long pour vous expliquer. Justement, je vais faire une vidéo, une intervention la semaine dernière avec mon broker sur les possibilités que nous avons de vaincre la stagflation dans laquelle on se situe actuellement. La voie choisie par Jérôme Powell est une des voies qui est possible, sur laquelle je vais aborder, sur laquelle je vais parler, mais selon moi, elle n'est pas la plus probable. Alors pour le moment, les marchés paniquent, les marchés stressent, mais pour moi, à moyen terme, à moyen long terme, je ne pense pas que Jérôme Powell aura la capacité d'aller aussi loin que son prédécesseur, Paul Volcker, il y a 40 ans. Alors maintenant, on va attaquer les classes d'actifs. Hein. Alors évidemment, discours très dur hein, de Jérôme Powell, embrayé par Christine Lagarde, enfin, par des responsables de la BCE, parce que Christine Lagarde, elle est assez, bon, déjà, elle est française et elle n'est pas très emballée pour remonter les taux. Mais il y a une telle pression de la part des Allemands, notamment, qui voient leur inflation s'approcher dangereusement des 10%. Et ça, le peuple allemand ne peut accepter l'inflation, en référence à l'hyperinflation qui a ruiné la République de Weimar en 1923, il y a quasiment un siècle. Et ça, les Allemands ne peuvent l'accepter. Donc, on a une pression de plus en plus forte qui laisse entendre que la BCE pourrait monter les taux de 75 points de base d'un coup. Et donc, ça, évidemment, c'est ce qui explique la remontée très forte des taux à laquelle on a assisté, hein, parce qu'on a des taux qui avaient baissé, hein, les taux français qui étaient à 2,40, qui étaient revenus à 1,40, on a perdu un point, et là, on a quasiment effacé 70% de la détente des taux a déjà été effacée par la remontée des taux. Donc, on a vraiment des taux qui s'inscrivent dans une tendance de long terme, de remontée sur le long terme. Ça, c'est les taux français. Sur les taux américains, c'est encore plus vrai. Les taux américains ont beaucoup moins corrigé que les taux européens. Clairement, Jérôme Powell fait clairement partie des faucons, de ceux qui veulent réellement
tuer l'inflation quoi qu'il en coûte. On a maintenant des analystes qui anticipent des taux de Fed Fund, des taux directeurs de la Réserve fédérale à 4%. Et donc là, on a des taux 10 ans américains qui s'envolent, qui sont maintenant à 3,25%. On est quasiment revenu au record de taux qui était en vigueur début juin. Néanmoins, et ça, c'est ce qui me rend perplexe sur la capacité de Jérôme Powell à faire du Paul Volcker, c'est la courbe des taux qui est inversée et qui est réellement inversée. On a une forte inversion de la courbe des taux aux États-Unis. On a des taux longs, les taux 10 ans américains qui sont à 3,25, comme je vous l'ai montré dans le dernier graphique, mais on a des taux courts à 2 ans, 4 ans, qui sont à 3,5%. Et si Jérôme Powell monte les taux à 4%, en fait, on aura une courbe des taux qui va démarrer à 4% pour les taux courts et qui va terminer à 3,25, 3,30%. On aura une courbe très, très, très fortement inversée. Qu'est-ce que ça veut dire une courbe inversée? Ça veut dire deux choses. Première chose, ça vous le savez peut-être, sans doute, c'est que les marchés price une récession aux États-Unis. On est déjà en récession technique aux États-Unis, mais ça veut dire que le marché price une récession qui pourrait s'installer dans la durée. Et Jérôme Powell a clairement indiqué qu'il est prêt, il a même préparé les entreprises et les ménages à souffrir, à accepter que le chômage remonte pourvu que l'on détruise, que l'on tue l'inflation. Donc clairement, Jérôme Powell, dans son discours, il a clairement indiqué, appeler les Américains à souffrir, vraiment, c'est vraiment du sang et des larmes sur le plan économique, que les Américains vont devoir accepter le chômage, la récession, pour vaincre l'inflation. Et ça, en fait, la courbe des taux montre que Jérôme Powell a été entendu, que l'économie américaine va retomber sans doute en récession d'ici la fin de l'année et le début de l'année 2023. Donc ça, c'est le premier enseignement que nous donne cette courbe des taux inversée. Le deuxième enseignement que donne cette courbe des taux, qui peut paraître contradictoire, c'est que les marchés ne croient pas que Jérôme Powell sera capable de tenir les taux d'intérêt très élevés aussi longtemps que son prédécesseur Paul Volcker. Alors déjà, Paul Volcker avait monté les taux à 20%. Là, le marché n'anticipe clairement pas des taux à 20%. Tout juste si on ira à 4%, mais clairement pas 20%, d'une part. Et d'autre part, quand on voit une courbe des taux inversés, quand on a un 10 ans qui est inférieur au taux 2 ans, ça indique que les marchés anticipent, via le mécanisme du calcul des taux forward, qu'en gros, les taux à 5 ans dans 5 ans, ce sont les taux forward, vont baisser. Ça veut dire que le marché ne croit pas en la capacité de Jérôme Powell, d'une part, à monter les taux aussi haut que l'a fait Paul Volcker, d'une part, et d'autre part, il ne croit pas en la capacité de Jérôme Powell, ne serait-ce qu'à maintenir les taux au niveau actuel pendant une période assez longue. Voilà, c'est ce qu'indique aussi cette courbe des taux inversés. Sinon, si vraiment les marchés pensaient que Jérôme Powell avait la capacité de maintenir les taux élevés, on aurait une courbe qui serait logarithmique, qui serait croissante dans le temps, qui partirait de 3,5, c'est les taux courts, mais avec des taux longs qui seraient encore beaucoup plus hauts que ce qu'ils sont actuellement. On aurait des taux longs qui devraient être à 5, 6, 7% si on ajoute les primes de risque, parce que si vous empruntez à long terme, vous faites courir un risque plus grand à vos créanciers que si vous empruntez à court terme. Et donc, cette inversion de la courbe des taux montre clairement que les marchés ne croient pas en la capacité de la Réserve fédérale à maintenir cette agressivité en matière de resserrement monétaire. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi les marchés ne s'effondrent pas non plus. Donc je vais y revenir au marché action. Alors là, je fais un petit détour par les spreads. Alors les spreads, c'est quoi? C'est un écart de taux entre plusieurs zones géographiques. Donc en Europe, moi je regarde, je suis beaucoup les spreads en zone euro parce que c'est aussi ce qui indique si la Banque centrale européenne, pour le coup, a la capacité de suivre la Réserve fédérale dans sa remontée des taux. Christine Lagarde, elle a la pression des Allemands qui veulent monter les taux d'intérêt pour tuer l'inflation, mais elle a à l'inverse la pression des Italiens, des Français, des Latins, en fait, des Grecs, pour ne pas trop monter les taux au risque de créer ce qu'on appelle un écartement des spreads
qui peut faire exploser la zone euro. C'est un peu compliqué. J'avais déjà fait une vidéo qui s'intitule La BCE prise au piège entre les taux, enfin les spreads et le forex. Bah là, typiquement, on a une problématique de spread. Et regardez un petit peu, hein, si on prend l'évolution des spreads depuis 2018, on voit les spreads entre la France et l'Allemagne qui sont au plus haut depuis des années et des années. On est à 60 points de base d'écart entre le taux allemand et le taux français. Donc non seulement les taux remontent, tous les taux remontent, mais en plus, les taux français remontent encore plus vite que les taux allemands. Et c'est un petit peu ce que nous indique ce graphique. On a des spreads entre la France et l'Allemagne qui s'écartent. 60 points de base, c'est beaucoup. On n'est pas encore en zone critique, on a déjà été plus haut, mais on a un signal qui est très négatif. Et en Italie, on a aussi un spread, alors là qui est beaucoup plus problématique, on a 231 points de base d'écart de spread entre l'Italie et l'Allemagne, c'est énorme. C'est-à-dire que l'Italie doit s'endetter avec un taux de 2,3% au-dessus du taux allemand. Donc la situation en Italie est assez compliquée et si jamais l'extrême droite ou la droite nationale, hein, suivant le bord politique où l'on est, remporte les élections qui vont avoir lieu bientôt en Italie, hein, Fratelli Italia, là les marchés pourraient vraiment paniquer et on pourrait avoir des spreads entre l'Allemagne et l'Italie qui explosent à la hausse, ce qui va vraiment mettre la Banque centrale européenne dans une situation très, très compliquée. Soit elle vient au secours de l'Italie, aussi un petit peu de la France, de l'Espagne, de la Grèce, pour empêcher la zone euro d'exploser et calmer les spreads. Mais si elle le fait, l'euro va s'effondrer, va continuer à baisser par rapport aux autres devises et surtout par rapport au dollar, ce qui fera augmenter l'inflation importée en Europe et mettra une énorme pression sur les Allemands qui sont très récalcitrants à l'inflation. Donc vous voyez, on est dans une situation vraiment très compliquée, atypique, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu après la crise du Covid. C'est pour ça que je suis moins optimiste sur un rebond très violent en V des marchés financiers. Alors maintenant, on va passer justement au Forex, notamment à l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar tient pour le moment à la parité. Hein. On a réussi, on tient, on ne s'effondre pas sous la parité. Pourquoi? Parce que la Banque centrale européenne relève le défi de la Réserve fédérale et a indiqué qu'elle allait monter les taux avec un rythme qui ressemble à celui de la Réserve fédérale. Alors, ce graphique a un petit peu de retard. Hein. Attention, par rapport, je l'ai fait hier assez tard hein, dans l'après-midi, mais il s'est passé un événement. Je vous en ai parlé en début de vidéo. C'est Gazprom qui a coupé, qui a décidé de couper le gaz à l'Europe. Et en fait, l'euro, en réalité, au moment où je vous parle, enfin au moment où je vous parle, il n'est plus à 1,0027. Ça, c'était l'euro-dollar à la clôture des marchés européen hier, mais au moment où je vous parle, l'euro-dollar cote à 0,9955. Donc l'euro a quasiment perdu presque 1 centime par rapport au dollar suite à cette décision après en fin de journée de Gazprom de couper le gaz à l'Europe. Donc l'hiver va être assez compliqué pour l'Europe, ça va être tendu, ça va être pas mal tendu d'ailleurs. Et on va avoir une guerre économique, hein, quelque part, entre les Européens et les Russes, hein, clairement. Les Américains et les Russes se font la guerre, mais c'est l'Europe qui sera le terrain de bataille entre les deux superpuissances. Alors, au niveau de l'euro par rapport au franc suisse et par rapport au sterling, je passe très très vite, il ne s'est pas passé grand-chose, hein, c'est vraiment le dollar hein, qui sert de valeur refuge avec tout ce qui se passe entre la Russie et l'Europe. Alors maintenant, j'attaque les marchés boursiers. Alors évidemment, hein, on a eu le CAC 40 qui est arrivé, quand j'étais en vacances, qui est venu tester la zone des 6600 points. Je vous avais dit, c'était une énorme résistance, les 6600 points, le chiffre symbolique des 6666 points qui n'a jamais été atteint par le CAC 40, qui correspond à mon seuil d'atteinte de la liberté financière.
J'avais clairement dit que c'était une grosse, grosse zone de résistance. Pour être franc avec vous, je n'ai pas osé shorter le marché. J'avais envie, j'avais envie de shorter la bourse, mais voilà, je n'ai pas osé le faire. J'ai pas osé le faire. J'ai acheté plutôt des puts, donc plutôt des options. J'ai acheté de la volatilité en me disant que si jamais les marchés refluent sur ces 6600, on va avoir la volatilité qui va remonter, on va avoir un regain de la volatilité. Donc j'ai ce que j'ai fait, mais évidemment, c'est moins efficace que carrément de shorter les marchés à 6600. Bon, j'ai pas osé le faire. J'ai trop en mémoire le mauvais souvenir d'avoir shorté le Dow Jones quand il était à 20 000 points. À l'époque, le Dow Jones était avait atteint le double de ce qu'il était au moment de la crise de 2007-2008 et je m'étais dit, c'est pas possible, le Dow Jones ne va pas aller bien au-delà des 20 000 points, on est à des niveaux stratosphériques et je m'étais bien planté parce que je n'avais pas prévu que Donald Trump allait vraiment bouleverser l'économie américaine en diminuant drastiquement les impôts sur les entreprises, ce qui a permis au Dow Jones d'aller très rapidement de 20 000 à 30 000 points. Donc je reste encore un peu traumatisé par cette erreur. Hein. J'avais dû traîner mes pertes pendant plus de 3 ans, entre 2017 et 2020. Pendant 3 ans, j'ai dû supporter des grosses moins-values sur mes positions short sur le Dow Jones. Et ce n'est que grâce au Covid que j'ai pu sortir de ces positions avec quasiment aucune moins-value. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, donc je reste quand même traumatisé par shorter les marchés parce qu'on ne sait jamais ce qui peut, ce qui peut arriver. Il suffit qu'une banque centrale décide de changer de fusil d'épaule et le marché peut repartir à 8000, à 7000, voire 8000 points pour le CAC 40. Donc j'ai pas osé shorter, j'aurais dû, c'est facile après coup, mais le marché, comme je le pressentais, a lourdement corrigé sur la zone des 6600 points. Et donc là, on voit à long terme, on voit l'épaule, en page journalier, on a l'épaule qui a été touchée en novembre. La tête, les 7400 points qui ont été effleurés en début d'année 2022, notamment à la faveur de beaucoup de gérants actions de compagnies d'assurance qui sont rués sur les actions à la rentrée, hein, juste après les vacances de Noël, en se disant on va marquer un grand coup en 2022, on va pousser les marchés à la hausse en 2022, ce qui permet évidemment de sécuriser les bonus de toutes ces personnes. Malheureusement pour elles, hein, vous voyez, on a eu la tête là, et après on a eu une forte chute, une épaule, et puis là on a eu le gros crack alimenté par le début de la guerre en Ukraine. Et puis après on a rebondi, on a rebaissé, et là on semble avoir un marché de range, on a une zone très puissante, la zone des 5750 jusqu'à 6000 points, c'est une très grosse zone de support, et on a la grosse zone de résistance hein, qui apparaît au niveau des 6600 points. Et là, le CAC 40, il a fortement baissé. On voit hein, depuis la mi-août, hein, on a quasiment perdu, on a quasiment effacé 60, le 2 tiers du rebond de la mi-juin jusqu'à la mi-août. On vient d'effacer en 2 semaines à peine tout, enfin, le 2 tiers du rebond qui avait démarré à la mi-juin. Donc là, on a eu, dans cette grosse correction, on a eu un gros rebond qui a eu lieu hier, vendredi, suite aux mauvais chiffres de l'emploi. Le taux de chômage américain a augmenté plus vite qu'attendu, ce qui a évidemment provoqué une hausse des marchés. Hein. On est passé de 6000 points à 6175 points. Les marchés se sont dit, Paul Volcker, il va pas monter les taux trop fortement. Le chômage commence déjà à remonter aux États-Unis. Paul Volcker va faire machine arrière et va sans doute arrêter très très vite ces hausses de taux, ce qui explique cette forte remontée des marchés. Et en fin de séance, à la clôture des marchés européens, c'est pas dans les cours ici. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Gazprom qui a douché l'espoir des investisseurs en annonçant une coupure de gaz à destination de l'Europe. Et après la clôture des marchés européens, le CAC 40, on ne le voit pas sur le graphique, est lourdement retombé. Il a rebaissé à 6030 points. Donc il a quasiment effacé tout le rebond post-statistique du chômage américain qui pouvait laisser entendre que la Fed va arrêter ses hausses de taux. Et là, on a eu Gazprom qui a douché les espoirs et la hausse en fait des marchés
ici qu'on a eu hier a été douché par cette mauvaise nouvelle géopolitique. Voilà. On a des marchés qui ont une énorme pression baissière au moment où je vous parle. Alors, c'est le cas des marchés européens. C'est un peu pareil pour les marchés américains. On voit, hein, alors, le Dow Jones est dans une situation plus complexe que le CAC 40, hein, paradoxalement. On a clairement un canal baissier hein, qui est engagé sur le Dow Jones. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une réserve fédérale américaine qui est plus agressive que la BCE, avec un dollar qui se renchérit, ce qui affecte les exportations américaines, primo. Et secondo, on a une microéconomie qui, malgré ce qu'on pourrait croire, qui est à l'avantage de la France par rapport aux États-Unis, notamment avec les calls, les Kering, Hermès, LVMH, qui permettent de tenir à bout de bras pardon, cet indice du CAC 40, avec notamment LVMH et Bernard Arnault qui tiennent, hein, qui permet au CAC 40 de ne pas s'effondrer en dessous des 6000 points. Alors pour combien de temps c'est difficile hein, parce que bon, c'est vrai que durant l'été, Bernard Arnault a acheté énormément d'actions LVMH, hein, ce qui a permis à LVMH de surperformer le CAC 40 et d'amener le CAC 40 hein, encore plus haut que le Dow Jones. Mais bon, voilà, Bernard Arnault, il a acheté pour 10 millions d'euros. Là, on a des dizaines, des centaines de milliards d'euros qui changent de main avec tous les événements monétaires, économiques et géopolitiques, qu'évidemment, Bernard Arnault, même si c'est quelqu'un qui est très influent dans le monde politique et économique français, il ne peut pas à lui seul, évidemment, voilà, faire bouger l'économie mondiale. Donc, attention, hein, prudence. Donc là, au niveau du Dow Jones, c'est pareil, hein, on a eu la forte correction où on est parti des 34 000 points et on a fortement baissé jusqu'au seuil des 31 000 points. Pareil, belle statistique du chômage hier aux États-Unis. Dans la correction, on a eu un fort rebond hier, mais qui a été contrarié, on ne le voit pas là encore sur ce graphique, par la décision de Gazprom de couper le gaz aux Européens. L'ouverture des marchés en lundi sera très importante. À mon avis, on risque d'avoir une ouverture avec un gros gap baissier, ce qu'on appelle une ouverture avec gap baissier, lundi matin sur les indices européens, un peu moins sur les indices américains, mais sur les indices européens, on risque d'avoir un vrai gap baissier à l'ouverture des marchés européens le lundi. Si ce n'est pas le cas, si ce gap, s'il n'y a pas de gap baissier, si jamais le CAC 40 arrive à ouvrir, je vous remets le CAC 40, il arrive à ouvrir autour des 6150, 6175 points. Ça sera un bon signal de résilience des marchés européens. Mais à mon avis, il y a de grandes chances que le CAC 40 ouvre en dessous des 6100 points, voire des 6050 points, et peut-être pourquoi pas en dessous des 6000 points lundi matin, suite aux nouvelles de Gazprom de couper le gaz à l'Europe. Hein. J'imagine que ce week-end, il va y avoir beaucoup de tractations entre les hommes politiques et de part et d'autre pour essayer de gagner du temps, de résoudre le problème. Alors le problème ne sera pas résolu, hein. Les Européens soutiennent clairement l'Ukraine, la Russie ne veut rien lâcher, mais au moins peut-être qu'il y aura un bluff quelque part des autorités européennes pour essayer de retarder la coupure des livraisons de gaz russe pour pouvoir gagner du temps. Donc voilà un petit peu pour le Dow Jones. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, c'est pareil, hein, c'est compliqué pour le Nasdaq hein, qui a lourdement corrigé, hein, on voit, on est vraiment dans ce canal, on est dans ce canal baissier. On a cru pouvoir s'en extraire hein, quand le Nasdaq est venu coller les 14 000 points et puis très très vite, on a perdu 1500 points très rapidement. Et attention, il n'est pas exclu que l'on ait une accélération de la baisse du Nasdaq en direction des 10 000 points. Moi, je reste très très prudent par rapport à tout cela. Je pense, hein, j'ai une pensée à celles et ceux qui croient énormément au GAFA, à Tesla, à tout ça, qui, à mon avis, doivent passer un très très mauvais quart d'heure au moment où je fais cette vidéo. Le Nikkei, alors
Le Japon, alors le Japon résiste hein, par rapport, alors il corrige, hein, mais la correction est moins forte hein, que sur les indices européens et américains. Attention, cette résistance des indices japonais, elle est en trompe-l'œil. Pourquoi? Parce que la Banque du Japon a décidé de ne pas remonter les taux, a décidé de laisser filer sa monnaie. Donc évidemment, on voit, on a l'impression, waouh, le Nikkei, il résiste très très bien. Mais attention, attention, attention. Si vous investissez sur le Nikkei, sur les indices japonais, certes, vous n'allez pas vous prendre un gros coup de bambou sur l'indice en lui-même, mais comme le Nikkei s'est littéralement effondré par rapport au dollar et a même fortement baissé par rapport à l'euro, en réalité, vous prenez le gadin que vous prenez sur les indices japonais, en investissant sur les indices japonais, en réalité, le gadin, vous le prenez sur la parité, sur l'effondrement du yen par rapport à l'euro et aussi par rapport au dollar. Et si jamais vous achetez du Nikkei en vous hedgeant, en vous protégeant contre le risque de change, ce que vous allez gagner en vous protégeant contre le risque de change, vous allez le perdre par le différentiel de taux d'intérêt. Parce que si vous vous protégez contre le risque de baisse du Nikkei par rapport au dollar et à l'euro, qu'est-ce que vous allez faire? Pour faire ça, vous allez devoir en réalité finalement accepter de prendre un risque de taux par rapport vous allez en fait vous débarrasser d'un risque de change, mais vous allez prendre en contrepartie un risque de taux en face. Donc c'est pas évident, c'est pas facile. Donc attention hein, à cette résilience des indices japonais. C'est une résilience pour moi qui est en trompe-l'œil parce que elle est contrebalancée par un effondrement du yen par rapport aux principales autres devises, notamment à l'euro et au dollar. La Chine, alors la Chine, que dire? Il y a des problèmes en Chine, il y a des problèmes. Il y a des problèmes à court et moyen terme. Alors sur le long terme, moi je reste optimiste hein, sur la Chine. Hein. Mes enfants, par exemple, c'est intéressant d'investir sur la bourse chinoise sur le très long terme. Par contre, sur le court et moyen terme, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que on n'en parle pas trop en ce moment, mais la Chine fait face à une crise immobilière, j'en ai déjà parlé, majeure depuis plusieurs trimestres maintenant, depuis 2021. La Chine doit affronter une crise immobilière comme elle n'a jamais connu. Hein. C'est comparable en fait à ce qu'a connu les États-Unis avec la crise des subprimes en 2007-2008. Au moment où je vous parle, on a des dizaines de milliers, voire même de millions d'appartements, de logements, d'immeubles qui ne sont pas livrés. Hein. Beaucoup de promoteurs immobiliers ont fait faillite, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la construction de ces logements. Ils ont fait faillite. Du coup, on a des millions de Chinois qui ont acheté à crédit ces appartements qui ne sont pas logés, puisque bah, vous ne pouvez pas habiter dans un appartement qui n'est pas fini, qui ne peuvent pas se loger. Mais ces Chinois ont déjà contracté des crédits auprès de leur banque. C'est un peu comme si vous faites un achat en VFA, en vente en état futur d'achèvement. Donc, ces Chinois, ces millions de Chinois se sont endettés, payent des mensualités pour vivre dans des logements qu'ils n'habiteront pas parce que les promoteurs ont fait faillite. Et là, on a un risque de cascade. On a beaucoup de Chinois qui ont commencé à faire la grève, à arrêter de payer tout simplement leur mensualité. Alors, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne peuvent pas payer leur mensualité, comme ça a été le cas durant la crise des subprimes aux États-Unis, mais ils ont arrêté de payer leur mensualité. Pourquoi payer des mensualités d'un crédit sur un logement dans lequel on n'habitera jamais et dans lequel on ne pourra même pas mettre quelqu'un en location puisque le logement n'est pas terminé. Et donc là, on a une vraie crise hein, de cascade, un enchaînement en cascade avec une crise immobilière qui débouche sur une crise financière des ménages chinois qui peut déboucher sur une crise bancaire hein, parce que si les Chinois ne payent plus leur crédit aux banques, bah, les banques chinoises, elles sont endettées. Hein, enfin, une banque, quand elle vous fait un crédit, elle n'a pas un coffre-fort. Hein. Une banque, qu'est-ce qu'elle fait quand vous fait un crédit? Elle fait ce qu'on appelle de la transformation. Elle va
elle-même s'endetter vis-à-vis d'autres banques, peut-être même des banques internationales, pour, donc à taux plus bas, pour prêter aux ménages chinois à taux plus élevé. Et c'est comme ça que la banque, elle gagne son pain. Donc si la banque ne reçoit plus les remboursements de ses mensualités par les ménages chinois, ben, il y a un risque que ces banques ne puissent plus honorer les crédits qu'elles ont contractés à d'autres banques. Et là, je vous laisse imaginer le risque. C'est un risque de crise financière en cascade, une crise bancaire, d'abord une crise bancaire chinoise et peut-être une crise bancaire internationale. Donc attention, il faut surveiller ce qui se passe en Chine, hein, et là on le voit très clairement, hein, c'est pas moi qui affabule, hein. On voit des marchés chinois qui sont clairement en baisse, qui sont clairement en baisse. Au début de l'année 2021, la bourse chinoise était à plus de 21 000 points. Aujourd'hui, on est à 13 250 points. Le marché chinois, action, a déjà perdu 40% de sa valeur depuis ses plus hauts de 2021. Donc là, on a un vrai crack sur la bourse chinoise, on n'en parle pas beaucoup, mais on a déjà un crack. Le marché a déjà en grande partie pricé cette crise en Chine. D'autant plus que autant le Dow Jones baisse, je vous parle du Dow Jones qui baisse, mais cette baisse du Dow Jones, elle est contrebalancée par une forte hausse du dollar. Un investisseur étranger qui achète des actions américaines, il se prend la baisse du Dow Jones, du Nasdaq, mais il profite de la hausse du dollar. Là, en Chine, c'est beaucoup plus grave. On a un effondrement, une baisse des marchés chinois libellés en yuan, mais en parallèle, on a aussi une baisse du yuan par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Alors, je ne vous ai pas mis, parce ça ferait beaucoup de graphiques, je ne vous ai pas mis le graphique de l'évolution du yuan par rapport au dollar, mais le yuan est en train de s'effondrer par rapport au dollar. Le yuan a perdu 10% par rapport au dollar, alors que la Chine, hein, les autorités chinoises, hein, elles défendent leur monnaie, elles régulent leur monnaie. Mais malgré tout, le yuan a perdu 10% par rapport au dollar, au moment même où les indices libellés en yuan, les indices actions chinois libellés en yuan, ont perdu 40% par rapport au début de l'année 2021. Donc c'est dire un petit peu la chute des marchés actions en Chine. Alors sur le long terme, attention, je ne parle pas sur le court terme et sur le moyen terme, sur le long terme, ça peut être intéressant d'investir dans des indices chinois parce que les indices chinois étaient à 21 000 points, on est à 13 200 points. Donc acheter des indices chinois qui sont décotés de 40% par rapport à leur plus haut dans une monnaie qui est elle-même décotée par rapport aux monnaies occidentales, bah, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour des investisseurs de long terme et qui ne sont pas averses au risque, hein. Attention, hein, je mets beaucoup de guillemets, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant à envisager pour du très long terme. Voilà. Attention, hein, sur le court terme, attention, en court moyen terme, on ne fait pas de all-in sur les indices actions chinois, hein, surtout avec ce qui se passe avec Taïwan en ce moment, avec la crise immobilière en Chine. Voilà, c'est prudence, prudence. Mais il pourrait y avoir des opportunités sur le très long terme pour les investisseurs passifs sur le très long terme. Donc voilà un petit peu pour la Chine. Je me suis attardé là-dessus parce que ça pourrait être ça pourrait être hein, une bombe à retardement sur les indices européens et américains. L'Inde, alors là, l'Inde a contre-tendance, hein, on a un marché indien qui s'inscrit à contre-tendance de tous les autres marchés, puisque au moment où je vous parle, les indices indiens battent des records historiques par rapport à tous les autres marchés. Et ça s'explique logiquement. L'Inde, sur le long terme, est une population plus jeune que la population chinoise. On n'a pas encore des problèmes de vieillissement de la population indienne. Donc ça, c'est le premier point de très long terme. Donc on a une vigueur de l'économie indienne qui est plus forte sur le long terme que l'économie chinoise. Premier point. Deuxième point, l'Inde, ça sur le moyen terme, n'a pas à faire face pour le moment à une crise immobilière comme c'est le cas en Chine. Deuxième point.
Troisième point, et non des moindres, l'Inde a une stratégie très maligne, c'est qu'elle profite du fait que la Chine prend de plein fouet le courroux des autorités américaines, hein, parce que clairement, là, les Américains mettent la pression sur la Chine. Paradoxalement, les Américains mettent plus de pression sur la Chine que sur la Russie. On voit avec ce qui se passe avec Taïwan. On voit que la Chine, elle est à fleur de peau. Les autorités chinoises sont à fleur de peau. Il y a une énorme pression que les Occidentaux et les Américains font sur les Chinois pour arrêter d'acheter des matières premières russes. Et ça met la pression sur la Chine. Par contre, au moment où je vous parle, l'Inde achète tranquillement toutes les matières premières de la Russie sans subir aucune pression des Occidentaux. Alors, jusqu'à quand ça va durer? Ça, j'en sais rien. Mystère et boule de gomme, mais en tout cas, la Chine et l'Inde, c'est quasiment, à L2, c'est quasiment 3 milliards d'êtres humains sur la planète. Les Américains n'ont pas les moyens de faire pression à la fois sur la Russie, plus grande puissance énergétique de la planète et alimentaire de la planète, faire pression sur la Chine, qui est la deuxième plus grande économie de la planète, et en même temps faire pression sur l'Inde, qui est un énorme réservoir humain de la planète. Donc là, les Américains et les Européens doivent choisir leur combat. On ne peut pas combattre tout le monde à la fois. Donc, ils ont décidé de taper sur la Russie, de taper un peu sur la Chine, mais l'Inde peut, au moment où je vous parle, tranquillement importer toutes les matières premières dont elle a besoin de la Russie, voire même de revendre une partie des matières premières russes qui passent par l'Inde, de les revendre aux Occidentaux en encaissant une petite plus-value, une petite marge au passage. Et ça se voit sur les indices indiens. L'Inde est un très bon... Les actions indiennes sont de très belles stratégies de diversification de portefeuille par rapport aux autres. Donc ça, je reviens toujours enfin, celles et ceux qui me suivent, moi je suis un fan de la diversification parce qu'on ne sait jamais à l'avance quels actifs vont être malmenés et quels actifs vont remonter. Alors que si on diversifie ses portefeuilles par classe d'actifs, par zone géographique, par secteur d'activité, on peut avoir un portefeuille qui peut, sur le long terme, avoir une belle performance en limitant la volatilité. Donc l'Inde, très très bien, j'en ai en portefeuille et il faut reconnaître que l'Inde vraiment surprend par le dynamisme de son marché. Alors sur l'Afrique du Sud, j'ai pas grand-chose à dire, hein. L'Afrique du Sud, vous voyez, c'est quasiment le même schéma que les États-Unis et l'Europe, hein. Alors l'Afrique du Sud a moins corrigé ces derniers temps que les États-Unis et l'Europe, mais on a moins rebondi aussi. Donc c'est à peu près, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. L'Afrique du Sud suit pour le moment un peu ce que font les marchés américains et européens. Et pour le Brésil résiste bien, hein. Regardez, on a un très très beau rebond des actions brésiliennes et on n'a pas eu la correction. Vous voyez, la correction que l'on a observée, la très forte correction qu'on a observée sur les marchés européens et américains, bah, sur le Brésil, ça résiste plutôt bien. Ça résiste plutôt bien, même si, attention, le Brésil, les actions brésiliennes sont déjà dans une tendance baissière depuis déjà 2021, un peu comme la Chine. Donc attention, bonne résistance sur les dernières semaines des actions brésiliennes, mais on a une tendance dégradée sur le moyen terme. Voilà. Là encore. Mais c'est intéressant d'avoir des actions brésiliennes en portefeuille pour se diversifier. Vous voyez bien, si vous mélangez un peu de Brésil, d'Inde, d'États-Unis, de Chine, vous pouvez avoir finalement un portefeuille action qui va être peut-être plus résilient que si vous mettez tout sur le CAC 40, par exemple, ou sur le Dow Jones. Voilà un petit peu sur les actions. Donc globalement, on a des marchés actions qui ont énormément souffert, hein, qui souffrent des actions françaises, américaines, européennes, qui souffrent à cause on sait, de l'absence de soutien des banques centrales pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc clairement, tous les chocs exogènes qui peuvent arriver, on sait très bien que les banques centrales ne vont pas pouvoir soutenir les marchés. Donc on a un premier groupe de pays qui souffrent. On a un deuxième pays
pays continent qui est la Chine, clairement qui souffre, mais pour d'autres raisons, parce que la Banque de Chine soutient son économie, mais on a en plus des problèmes géopolitiques. Les Chinois doivent faire face à une crise immobilière jamais vue depuis plusieurs décennies. Et puis on a un troisième groupe de pays, un peu comme l'Inde, qui clairement font cavalier seul et qui continuent à battre des records historiques hein, sur les marchés indiens. Donc voilà un petit peu sur les marchés actions. Je vais passer sur les métaux précieux. L'or a évidemment fortement corrigé, hein, un peu dans la foulée des marchés actions, mais l'or a pu tenir, hein, il a pu tenir la zone des 1680 points. Hein, vous voyez, on arrive à tenir hein, les points bas depuis les 2 dernières années. Donc pour le moment, l'or arrive à tenir ce support majeur qu'il ne faut surtout pas casser des 1680, 1700 dollars l'once. Alors ce qui est très intéressant à observer, c'est que donc on a eu un rebond, un petit rebond de l'or à la faveur des mauvais chiffres de l'emploi aux États-Unis, mais lorsque la Russie a annoncé la coupure du gaz aux pays européens, on a eu très vite une chute de l'euro par rapport au dollar, une rechute des marchés actions. Par contre, l'or, en après-clôture, n'a pas, lui, fortement baissé. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir une diversification, parce que si vous êtes à la fois sur l'or et sur les actions, par exemple, bah, si jamais vous avez un événement, un crack, un black swan géopolitique qui peut mettre le feu aux poudres, vous avez vos actions qui vont s'effondrer, mais vous avez l'or qui va se décorréler par rapport aux actions. On avait l'or et les actions qui évoluaient de manière corrélée à cause de la politique monétaire. Et là, brutalement, Black Swan, Gazprom qui coupe les robinets, et là, les actions qui s'effondrent et l'or qui se maintient, qui sert de valeur refuge. Donc c'est pour cela que, là encore, je rappelle, je radote, je sais, c'est important de n'écarter aucune classe d'actifs. Chaque classe d'actifs a ses propriétés. C'est pour cela que moi, quand j'entends des débats, il faut tout acheter sur l'or, il faut tout acheter sur l'argent, faut vendre l'or, ça sert à rien. Moi, je suis toujours méfiant de ces discours un peu extrêmes. Chaque classe d'actifs a des propriétés qu'il est intéressant d'exploiter. Et c'est là ce qui est important d'avoir une approche en gestion de patrimoine. Moi, je privilégie pour moi une approche patrimoniale plus qu'une approche purement spéculative. Et justement, je parlais de l'or, j'enchaîne sur l'argent. Alors là, la situation de l'argent, elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe, puisque l'argent a enfoncé la zone des 1820 dollars l'once. Alors là, on a eu un petit rebond hein, de l'argent, mais on a clairement une tendance baissière sur l'argent. L'argent résiste beaucoup moins que l'or à tout ce qui se passe actuellement. Le prochain gros support de l'argent se situe à 17 dollars l'once. Alors pourquoi l'argent résiste moins que l'or? Pour trois raisons. Première raison, euh, c'est la même chose que pour l'or, c'est que le dollar se renforce, les taux remontent. Or, l'argent étant libellé en dollars et l'argent ne versant pas de taux de coupon, bah, l'argent, comme l'or, subit une forte baisse à cause de la vigueur du dollar et de la remontée des taux d'intérêt. Donc ça, c'est le point commun avec l'or. Hein. L'or aussi baisse à cause de ça. Mais l'argent a une autre grosse faiblesse, c'est que l'argent est très sensible aux perspectives de croissance de l'économie. Contrairement à l'or. Pourquoi? Parce que l'argent est un métal industriel. L'argent est le métal, c'est le meilleur conducteur d'électricité de tous les métaux. L'argent est un très très bon conducteur. Or, comme l'électricité est très chère, au moment où je vous parle, l'électricité, l'énergie est très chère, l'économie ralentit, on anticipe que beaucoup d'industries vont fermer, vont mettre leurs salariés au chômage partiel à cause du prix très fort de l'énergie. Et donc, ces industries vont moins consommer d'argent. Et donc, du coup, une demande en argent plus basse, ce qui explique pourquoi l'argent résiste beaucoup moins que l'or à la baisse actuelle.
Donc, vous voyez, on a sur l'argent vraiment un faisceau, on a vraiment un alignement très négatif des planètes sur l'argent, forte hausse du dollar, donc évidemment l'argent libellé en dollars baisse, forte remontée des taux d'intérêt, donc bah, les investisseurs arbitrent, ils vendent l'argent qui rapporte rien pour acheter des obligations qui rapportent des taux de plus en plus élevés, deuxième point. Troisième point, ralentissement de l'activité économique, mise en arrêt temporaire des industries qui consomment de l'argent, puisque l'argent est un très bon conducteur d'électricité. Et donc, on a un troisième point qui va contre l'argent. Par contre, là encore, sur du moyen long terme, ça peut être intéressant dans une approche patrimoniale de commencer à d'accumuler sur l'argent. C'est quand même, regardez l'argent, il était à 30 dollars l'once, on est aujourd'hui à 18 dollars l'once. L'argent a quasiment perdu 40% de sa valeur par rapport au plus haut de la crise ukrainienne. Mais l'argent, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 2010, l'argent est déjà monté à 50 dollars l'once. Donc, par rapport à ses plus hauts historiques, l'argent est à 70% en dessous de ses records historiques. Donc, dans une perspective patrimoniale, ça peut être intéressant. Alors attention, pas de all-in sur l'argent, mais ça peut être intéressant d'accumuler, d'avoir cet actif en fonds de portefeuille sur des stratégies de long terme. Donc voilà un petit peu sur l'argent. J'enchaîne avec le palladium. Bon, bah, le palladium, un peu comme l'or, il corrige, mais un peu moins que les autres métaux précieux, puisqu'il arrive à tenir la zone des 2000 dollars l'once. Et enfin, je termine sur le platine, hein, qui est en situation assez délicate, hein, le platine, un peu comme l'argent d'ailleurs, hein, le platine qui va arriver sur la zone des 800 dollars l'once, donc le platine qui aussi corrige parce que c'est aussi un métal industriel, un petit peu comme l'argent. Donc voilà un petit peu sur les métaux précieux. Je continue avec les matières premières. Sur le pétrole, pas grand-chose à signaler. Le pétrole revient à 88 dollars le baril. On est au niveau du support, on est au niveau des supports majeurs, hein, qui étaient déjà en vigueur avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Attention, si le pétrole casse cette zone des 88-87 dollars, on pourrait très très vite aller vers les 70 dollars le baril. Au niveau du gaz, hein, alors à rebours des autres commodities, le gaz reste très proche de ses records historiques. Et là, en fait, voilà, et avec ce qui se passe avec Gazprom, etc., on a un gaz qui reste à des niveaux très forts. Attention, néanmoins, si jamais il y a une éclaircie, ne serait-ce qu'une petite éclaircie, hein, les marchés, en fait, il ne faut pas oublier que les marchés réagissent toujours par différentiel. Les marchés, en fait, c'est les marchés actions, les marchés boursiers, hein, de manière générale, c'est un peu comme des dérivés. Ils réagissent toujours par rapport à un consensus. Or là, le consensus laisse présager un hiver noir en Europe, un hiver glacial en Europe, avec un arrêt total du gaz russe. Ça, c'est déjà pricé par les marchés. Donc, si jamais vous avez une éclaircie, ne serait-ce qu'une petite éclaircie, un, une reprise des pourparlers diplomatiques entre les puissances européennes et la Russie par rapport au gaz, le gaz pourrait littéralement s'effondrer. Attention, voilà, attention. Pour moi, l'essentiel de la hausse du gaz, hein, regardez hein, le graphique, il a déjà eu lieu pour moi. Donc pour moi, rentrer maintenant sur le gaz, bon, alors moi je suis rentré sur le gaz, vous voyez, on était à 4000, hein, on était à 4000 dollars. Donc moi je suis rentré à des bons prix. Mais faire un all-in aujourd'hui à 9000 dollars sur le gaz, pour moi, c'est dangereux parce qu'une grosse partie des mauvaises nouvelles est déjà dans les cours du gaz. Attention, prudence à ne pas faire de all-in. Moi, personnellement, c'est un avis personnel, je serais plus d'avis de finalement d'alléger ses positions sur le gaz et peut-être de renforcer ses positions sur l'argent qui, lui, pour le coup, a déjà pris quasiment toutes les mauvaises nouvelles dans la face, l'argent. Voilà. Et ça, c'est un point de vue personnel. Sur le cuivre, alors le cuivre un peu pareil, hein, le cuivre est très sensible
à la conjoncture économique et en particulier à la conjoncture économique chinoise. Hein. L'économie chinoise est fortement consommatrice de cuivre. Souvent, d'ailleurs, quand on veut anticiper quelles seront les perspectives d'évolution économique, on regarde beaucoup le cuivre parce que le cuivre est un très bon indicateur de l'évolution de la macro dans les prochaines semaines, prochains mois. Le nickel, lui, revient aussi au plus bas depuis le début de l'année. Hein. Pareil, hein, le nickel est un élément très utilisé dans les industries. Hein. Donc pareil, hein, baisse des perspectives de croissance économique, donc baisse du nickel. Le blé, alors le blé, lui, on a eu une fièvre, une poussée de fièvre du blé jusqu'à 1300 dollars la tonne. Et là, on a une hémorragie des cours du blé, hein, parce que les marchés commencent maintenant à s'habituer à cette guerre en Ukraine avec la Russie. Mais là, le blé a arrêté l'hémorragie et commence à se stabiliser autour des 800 dollars. Pour le moment, le blé a corrigé. On est revenu, regardez, avant, vous avez l'évolution du cours de blé avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a eu une poussée de fièvre sur le blé, on a eu une envolée sur les cours du blé pendant toute la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre n'est pas finie, mais les cours du blé finalement reviennent sur une tendance d'avant-guerre en Ukraine. Pour le maïs, la situation elle est un peu plus favorable. Le maïs résiste beaucoup mieux que le blé. Alors certes, il corrige par rapport à ses plus hauts atteints à 800 dollars l'once, mais le maïs tient pour le moment la corde. Il résiste beaucoup mieux que le blé. Pourquoi? Parce que le maïs était déjà en fait en tendance haussière avant le déclenchement de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine. Voilà un petit peu pour les matières premières. Donc en deux mots, on a des matières premières énergétiques, hein, le pétrole qui résiste sur ces supports. On a le gaz qui est à ces niveaux proches de ses records historiques, mais attention là encore, hein, une grosse partie des mauvaises nouvelles sont déjà dans les cours, donc attention au retour de bambou sur le gaz. Les matières premières industrielles comme le cuivre, le nickel souffrent à cause des perspectives de ralentissement de la croissance économique. Et puis, on a des matières premières alimentaires qui résistent bien, avec une forte résistance du maïs par rapport au blé. Et je termine maintenant cette présentation sur les cryptos. Et là encore, sur les cryptos, pareil, hein, le Bitcoin a corrigé, hein, il est venu tester les 25 000 dollars le Bitcoin au moment où le CAC 40 était à 6 600 points. Et comme les actions, comme les métaux précieux, le Bitcoin a fortement reflué pour revenir sur la zone des 20 000 dollars le Bitcoin. Attention, on a une baisse de la volatilité sur le Bitcoin, on a un tassement de la volatilité sur le Bitcoin, on a un ralentissement du nombre de transactions, des volumes autour des 20 000 dollars le Bitcoin. Mais attention, on a déjà observé ce phénomène. Hein, regardez ce phénomène autour des 30 000 dollars le Bitcoin. On a eu un écrasement de la volatilité. Tout le monde s'est dit, ça y est, c'est bon, la tempête est passée. Et puis, crac, on a eu le Bitcoin qui, en quelques jours, a perdu un tiers de sa valeur pour revenir à 20 000 dollars le Bitcoin. Là, on a à peu près la même chose qui se passe. On a un Bitcoin on a un écrasement de la volatilité, des volumes autour des 20 000 dollars. Attention, si jamais on casse les 19 000 dollars, on pourrait avoir une nouvelle impulsion baissière rapide vers sans doute vers les 13 000, les 15 000 dollars le Bitcoin. Alors c'est un peu pareil sur l'Ethereum, mais l'Ethereum résiste beaucoup mieux, puisque certes on a corrigé sur le niveau des 2000 dollars, mais l'Ether n'est pas revenu vers le niveau des 1000 dollars. Hein. Pour le moment, l'Ether résiste autour des 1500, 1600 dollars par une once d'Ether. Donc l'Ether
suit à peu près les mêmes mouvements que le Bitcoin, mais avec une plus grande résilience que ce dernier. Voilà un petit peu pour ces évolutions des marchés. En conclusion, ces 2 dernières semaines ont été éprouvantes pour les marchés. Les taux ont effacé plus de 70% de leur détente entamée depuis juin. Les craintes de poursuite de hausse des taux des banques centrales reviennent au premier plan. Conséquence de cela, les marchés actions ont effacé 70% de leurs gains de l'été. Les métaux précieux, du fait qu'ils ne versent pas de dividendes, pas de coupons, ont été malmenés également, avec une mention spéciale pour l'argent qui revient à des niveaux jamais vus depuis plusieurs années. Les commodities ont évolué en ordre dispersé, j'en ai déjà parlé, et les cryptos qui corrigent avec une volatilité limitée, mais attention au risque de cassure du seuil des 20 000 dollars sur le Bitcoin. Mes conseils, j'en ai 4 à vous donner. Premièrement, ne cédez pas à la panique en vendant tout sans réfléchir, surtout s'il s'agit de récupérer de l'argent, du cash dont vous n'avez absolument pas besoin. Ce serait dommage, surtout si c'est des actifs dont vous savez qu'ils ne vont pas tendre vers zéro. Effectivement, vous avez acheté une petite action d'une start-up. Évidemment, ça peut valoir le coup de vendre parce que potentiellement, ça peut tendre vers zéro. Par contre, si vous êtes investi sur des gros indices, sur des matières premières, sur des métaux précieux, notamment l'or, l'argent, le platine, le palladium, ça serait un peu dangereux de vendre en panique, alors pour récupérer de l'argent que de toute façon vous n'avez pas besoin et qui de toute façon va subir l'érosion de l'inflation. Donc attention. À l'inverse, deuxième conseil, ne faites pas non plus la démarche opposée en investissement en mode FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire en gros, les marchés ont corrigé, super, c'est le moment ou jamais de faire un all-in sur les marchés et on achète avec du levier, du crédit, etc., etc. Où on met tous ses œufs dans le même panier. Moi, par exemple, je crois beaucoup en l'argent, je vous en ai déjà parlé, mais bon, en toute humilité, l'argent, j'y croyais quand il était à 21, 22 dollars l'once. Aujourd'hui, on est à 18 dollars l'once. Donc, vous voyez, si j'avais fait un all-in sur l'argent à 22 dollars l'once, aujourd'hui, j'aurais perdu ma chemise. Parce qu'il a encore perdu 20% par rapport à ces niveaux auxquels j'étais déjà très confiant. Là encore, attention, ne pas faire un all-in sur les actifs, privilégier plutôt des stratégies de type dollar cost averaging, c'est-à-dire acheter petit à petit à des périodes différentes pour lisser votre point d'entrée. Troisième conseil, diversifiez-vous. Moi, j'ai beau croire beaucoup en l'argent, je pense que dans les 10 prochaines années, l'argent est l'actif qui va le mieux surperformer. Parce que pour moi, c'est l'actif qui est à la fois le plus décoté par rapport aux autres et dont on a besoin. Parce que bon, des actifs décotés, il y en a plein. Mais ce n'est pas forcément parce qu'un actif est rare, décoté, qu'il faut forcément investir dessus. Mais l'argent, pourquoi je suis optimiste pour l'argent? Parce que l'argent, on en a besoin. L'argent est un métal industriel. Donc l'argent, c'est à la fois un métal précieux, c'est une réserve de valeur. Hein. L'argent, on fabrique des pièces de monnaie en argent depuis la nuit des temps, depuis les Romains, les Égyptiens. Et enfin, l'argent est un métal industriel qui est conducteur en électricité. Donc c'est pour ça que je suis moi très optimiste sur l'argent sur le long terme. Mais pourtant, je diversifie mon portefeuille. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu la situation de mon portefeuille dans un instant. Et enfin, quatrième conseil, si vous n'êtes pas un expert sur les marchés, faites appel à un conseiller en gestion de patrimoine ou formez-vous. Il y a de très belles chaînes YouTube sur les formations qui dispensent de formations. N'hésitez pas à vous former. Et si vous n'avez pas le temps de vous occuper de vos portefeuilles, ce dont je peux comprendre, moi-même parfois je suis limite de ne pas avoir le temps de m'occuper de mes investissements, bah, faites appel à un conseiller en gestion de patrimoine. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer comment sélectionner, comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine. Mais bon, je n'ai pas le temps de tout faire, mais je vous ferai, promis, une vidéo là-dessus. Alors maintenant, voilà, j'ai fini ce point de marché. Je vais maintenant faire un focus sur mon portefeuille.
Alors bon, il ne s'est pas passé grand-chose hein, durant le mois d'août hein, sur mon portefeuille. Hein, bah, j'étais en vacances déjà. Donc on a eu mon portefeuille qui augmente hein, progressivement, petit à petit. Hein, je réalise des plus-values. J'ai fait une petite réalisation là, de plus-value avant de partir en vacances, notamment sur l'euro-dollar. Hein. J'ai pris une partie de mes gains sur l'euro-dollar, donc ça explique cette poussée-là. Et puis là, il y a une correction de mon portefeuille. Ça a été lié à un roll. J'ai eu pas mal d'obligations qui sont arrivées à échéance et qui ont été rollées par mon broker et ça risque de se poursuivre. Hein. Là, la semaine prochaine, début septembre, je vais avoir pas mal d'obligations, notamment les obligations françaises, allemandes, italiennes et anglaises qui vont être relais. Et là, j'ai pas mal de moins-values là-dessus. Donc, je vais être obligé de réaliser des moins-values sur ces obligations qui va être relais à un nouveau cours qui sera inférieur au cours actuel, hein, puisque les obligations sont en situation de backwardation. Et donc, du coup, je vais limiter la casse avec le rollover parce que les obligations sont en situation de backwardation, mais je vais sans doute me prendre une moins-value ici, là, une moins-value réalisée, peut-être d'une centaine d'euros. Donc là, je risque d'avoir une petite cassure à la baisse. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter, c'est lié au rollover de mon portefeuille obligataire. Alors, au niveau de mes indicateurs de portefeuille, pendant que j'étais en vacances, quand le CAC 40 est venu toucher les 6600 points, moi, j'étais quasiment arrivé à l'équilibre. Je ne perdais plus que 0,6%. J'étais plus en moins-value que de 0,6% par rapport au début de l'année. Là, je parle de plus-value totale hein, qui inclut les plus ou moins-values latentes. Et puis, évidemment, avec la rechute des marchés, évidemment, je suis passé quasiment de l'équilibre à moins 7,5%. Au moment où je vous parle, je suis à moins 7,5% de baisse depuis le début de l'année. Alors, je ne suis pas fier. Je suis pas fier de mes performances, hein, très clairement. Mais je suis pas là pour vous dire que je suis le meilleur. Hein. Je suis pas, voilà, je ne pavoise pas. Néanmoins, quand je me compare aux autres, je suis pas forcément mécontent, puisque quand je regarde le CAC 40, qui est à moins 15% depuis le début de l'année, même à moins 20% depuis son plus haut historique hein, de début janvier 2022. Bon, être à moins 7, moins 8% quand le CAC est à moins 15, bon, on va dire je suis pas trop mécontent. Hein. J'ai une performance, on va dire, négative qui est moitié moins que le CAC 40, qui, rappelons-le, le CAC 40 surperforme beaucoup d'autres marchés. Hein. Quand on regarde les performances des obligations, qui sont quasiment à moins 17, moins 18% depuis le début de l'année, quand on regarde la performance des métaux précieux, qui sont à moins, alors l'or est à moins 20%, mais quand on regarde l'argent qui est à moins 45%, voilà. Et alors quand on regarde les cryptos qui sont à moins 60, moins 70%, bon, être à moins 7%, moins 8% depuis le début de l'année, bon, voilà, c'est pas, j'en suis pas fier, hein, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Alors, là où je suis content, c'est que j'ai un taux de marge qui est assez intéressant. J'ai un taux de marge disponible de 84%, ce qui me donne encore de la marge, en fait, du mou pour continuer à acheter des actifs si jamais les marchés continuaient à corriger. Là où c'est moins beau, c'est que j'ai une réserve de plus-value latente qui est à 5,17%, qui est retombée à ses plus bas de l'année. J'étais monté à 20% de réserve de plus-value latente, notamment grâce au marché obligataire, hein, grâce à mon portefeuille obligataire, mais évidemment avec la remontée des taux, baisse des actions, baisse des métaux précieux, évidemment une grosse partie de mes plus-values latentes s'est transformée en moins-value latente. Alors maintenant, je vous fais un petit focus sur mon portefeuille. Tac, alors vous voyez que mon portefeuille, alors évidemment, il n'y a pas de miracle. Je suis en moins-value sur quasiment tous les actifs. Tout a baissé. Tout a baissé. J'ai beau être diversifié. Sur tous mes portefeuilles obligataires,
je suis en moins-value. Sur les actions, bah, maintenant, je suis clairement en moins-value. 250 € de moins-value. Sur les métaux précieux, évidemment, je vous épargne les détails, moins 1350 €, hein, le gros de mes moins-values sont là-dessus. Sur les matières premières, je suis également en moins-value. Sur les cryptos, je suis en moins-value. Bon, je suis quasiment en moins-value. Alors, à part sur le Forex, parce que j'ai joué la hausse du dollar et sur les dérivés, puisque j'ai acheté des indices de volatilité. Donc là où je suis légèrement en plus-value, mais je suis clairement en moins-value sur une grosse partie des actifs. Alors maintenant, quand on prend de la hauteur, qu'on prend du recul, bon, je suis en moins-value de 125 € sur les obligues. Bon, 125 € sur les obligations, ça représente par rapport à mes investissements, hein, ça représente 0,5%. Parce que chaque fois que je réalise une moins-value de 250 €, 250 € de moins-value, pour moi, c'est 1% en fait de moins-value sur un portefeuille de 25 000 €. Donc, ok, j'ai une moins-value de 125 € sur mon portefeuille obligataire, ça correspond à 0,5%, moins 0,5%. Je suis à moins 248 € sur les actions. Ça représente quoi? Ça représente 1% de moins-value sur mon portefeuille. On sait que les actions, elles sont à moins, on est à moins 15%. Les actions sont à moins 15% depuis le début de l'année. Bon, 250 € de moins-value sur les actions, soit 1% de mon portefeuille, c'est pas non plus la cata. Sur les métaux précieux, alors oui, moins 1350 €. Donc là, pour le coup, ça représente 5% de moins-value rapportée à mon portefeuille. Donc là, ça commence à faire beaucoup, mais je rappelle que l'or est en baisse de 20% depuis le début de l'année et l'argent est en baisse de plus de 40% depuis le début de l'année. Donc voilà, sur des métaux qui font moins 20, moins 40%, et moi je limite ça à moins 5%, bon, c'est pas non plus, voilà, je n'ai pas à rougir de mes performances. Les matières premières, bon, depuis le début de l'année, alors effectivement, le gaz monte, le pétrole, il est flat, le blé, le maïs, le cuivre baissent. Globalement, les matières premières sont en baisse de 2-3% depuis le début de l'année. Moi, je suis à peine à moins 1%. Et je termine par les cryptos. Je perds 300 € sur les cryptos depuis le début de l'année. 300 €. Bon, ça représente que 1% de perte sur mon portefeuille, 1,2%. Quand on sait que les cryptos ont perdu 70% de leur valeur depuis le début de l'année, bon, moi, ça ne fait que 1%, un peu plus de 1% de baisse, de contribution à la baisse sur mon portefeuille. C'est pas non plus la cata. Donc voilà, donc effectivement, je ne saute pas de joie. Je suis même triste, hein, je subis des moins-values, c'est jamais agréable. Mais quand on regarde ce qu'ont fait les marchés, bon, bah, on peut dire que j'ai plutôt limité la casse. Et là, je vous donne un peu une situation graphique de mon portefeuille. Pourquoi je limite la casse? Parce que tout simplement, j'ai un portefeuille obligataire, hein, donc je suis même dans la poche obligataire, je suis diversifié, j'ai des obligations indexées inflation, j'ai des obligations françaises, des obligations italiennes, des obligations américaines, des obligations allemandes et des obligations britanniques. Donc j'ai un portefeuille assez diversifié en obligations. J'ai un portefeuille assez diversifié en actions, avec notamment des actions indiennes qui battent des records historiques au moment où je parle, ce qui explique pourquoi euh, finalement sur les actions, la contribution de perte sur mon portefeuille actions ne représente que 1% de mon portefeuille, alors que les marchés européens ont perdu 15%, parce que j'ai pas mal d'actions indiennes qui, elles, sont en plus-value. Les métaux précieux, alors je suis pas mal exposé aux métaux précieux, je m'en cache pas, je vous l'ai dit plusieurs fois, je crois beaucoup en l'argent. Alors vous allez me dire en rigolant, ouais Alix, tu croyais en l'argent quand il était à 22, 23 $ l'once, aujourd'hui il est à 18 $ l'once. Bah oui, je continue à croire en l'argent pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, mais je ne fais pas de all-in sur l'argent avec des leviers de malade. J'ai une belle exposition sur l'argent, je suis investi sur l'argent à hauteur de 8 000 €.
Mais vous voyez, 8 000 euros sur un portefeuille de 25 000 euros, voilà, je n'ai pas mis ma chemise sur l'argent. Je n'ai pas fait de all-in sur l'argent et j'ai encore du mou pour continuer à investir sur l'argent s'il devait descendre à 17, 16, 15 dollars l'once. Des, j'ai encore de la réserve. Et on voit sur la cartographie de mon PNL, on voit que ce sont que ce sont mes positions sur l'argent qui contribuent le plus à mes pertes actuelles. J'ai aussi des matières premières, pas énormément parce que les matières premières sont en situation de contango et donc ça, j'ai pas spécialement envie de subir le contango. Peut-être que je vais renforcer mes positions sur le blé si jamais il devait venir sur les niveaux des 750, 740 dollars. Mais pour le moment, je laisse filer mes positions sur les matières premières. Sur les cryptos, voilà, j'ai allégé mes positions sur le Bitcoin. Quand le Bitcoin est revenu vers les 25 000 dollars, moi, j'ai vendu une de mes positions qui avait été achetée à 20 000 dollars. Donc ça, grand bien m'a pris. Donc je suis très allégé sur les cryptos, mais j'ai quelques expositions qui peuvent me permettre, si jamais on a un comeback des cryptos, qui peuvent me permettre de regagner un peu d'argent. Et puis, j'ai une exposition Forex, puisque j'ai acheté du dollar contre l'euro, ce qui me permet de me protéger si jamais la zone euro devait être en risque d'éclatement. Parce que si jamais le marché commence à pricer un éclatement de la zone euro, là, l'euro peut tomber à 80 centimes contre le dollar. L'euro peut littéralement s'effondrer. Et donc, c'est pour cela que j'ai des positions acheteuses dollars contre euro, ce qui me permet aussi d'avoir un carry positif, puisque comme les taux américains sont beaucoup plus élevés que les taux européens, ben, ça me permet d'avoir un rollover positif sur ces positions. Donc voilà un petit peu ma situation. Euh, voilà, donc je continue toujours dans une stratégie patrimoniale. Hein, vous voyez, je, je, je continue, voilà, je renforce, mais à vraiment en mode dollar cost averaging. J'évite de tout mettre sur un seul actif. Et là encore, vous avez une vue que sur mon portefeuille, on va dire, mon portefeuille de trading. Mais à côté de ça, je suis investi sur des fonds via des assurances vie, des fonds sur les métaux précieux, des fonds sur des actifs anti-inflation, sur des fonds actions, bien évidemment. Donc j'ai aussi l'assurance vie. J'ai également de l'immobilier résidentiel physique que je mets en location. Et j'ai également un portefeuille de plus en plus fourni en SCPI parce que je pense que la SCPI, ça peut être un bon moyen d'arbitrer entre une poche, on va dire, risquée, qui va sur les actions, les cryptos, etc., et une poche, on va dire, de long terme, une poche patrimoniale de long terme, qui à la fois est moins risquée, moins volatile que les actions, les cryptos, les métaux, etc., mais qui vous permet de générer des revenus complémentaires tous les mois, tous les trimestres, qui sont très réguliers. Donc les SCPI, voilà, donc je ferai une vidéo peut-être plus en détail sur les SCPI, mais c'est aussi un bon actif patrimonial. J'en parle pas trop dans mes points de marché parce qu'évidemment les SCPI, c'est pas des choses que vous suivez au jour le jour, hein, mais c'est aussi un très bon actif patrimonial et c'est au moment où je vous parle, c'est en grande partie les SCPI depuis le début de l'année qui me permettent d'avoir une performance positive. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vous ai montré mon portefeuille, on va dire mon portefeuille de trading, mon portefeuille d'investissement sur les bourses qui sont en négatif. Mon assurance vie, elle est aussi en négatif, clairement, vu ce qu'on fait les marchés, on est en négatif, mais globalement, mon patrimoine, sur le plan patrimonial, depuis le début de l'année, mon patrimoine a augmenté depuis le début de l'année et en grande partie, cette augmentation est liée en grande partie grâce à mes investissements dans les SCPI qui, pour moi, constituent une très bonne alternative au livret A, à tous ces livrets qui ne rapportent pas grand-chose, qui en plus vous versent des revenus tous les ans, alors que les SCPI vous versent des revenus tous les mois ou tous les trimestres.
Donc voilà. Bon, ça, je vous ferai une vidéo. C'est pas vraiment l'objet de ces points de marché, parce que les SCPI, c'est pas forcément des actifs de marché, mais c'est un très très bon véhicule d'investissement. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo, mais je vous conseille plutôt de passer par un conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est assez casse-gueule, c'est assez compliqué d'un point de vue administratif d'investir dans les SCPI. Il y a pas mal de formalités à faire, etc. Voilà. Mais c'est un bon outil patrimonial. Alors, c'est hors sujet par rapport à ces points de marché, mais ça peut être intéressant sur le long terme. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je suis content d'avoir pu partager avec vous un petit peu la situation des marchés en cette rentrée scolaire. Portez-vous bien, bonne rentrée à vous, à vous toutes et à vous tous. Je ferai un point de marché sans doute beaucoup plus light en fin de semaine prochaine, parce que je dois préparer mes interventions avec le broker. Hein, je rappelle, 2 interventions le samedi 10 septembre. La première sur le money management à midi, sur le money management, sur la manière de construire un petit peu ses stratégies, son portefeuille. Hein, vraiment, là, on est vraiment dans la technique, hein, on est vraiment dans de la comptabilité, dans de la LM quelque part, hein, mais appliqué aux particuliers. Première vidéo. Deuxième vidéo, un peu plus tard dans l'après-midi, plutôt orienté macroéconomie. Je vous exposerai comment je perçois, comment je pense que nos économies vont sortir de cette situation de stagflation. Voilà, bah, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite un bon week-end, une très bonne semaine, une bonne reprise pour celles et ceux qui viennent de rentrer de vacances et je vous retrouve dans une semaine. À bientôt tout le monde.